À la une de cette édition, le document a été signé à Istanbul. Moscou et Kiev sont d'accord pour débloquer les 25 millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine par la guerre. L'UE demande qu'il soit vite mis en œuvre. À suivre, la correspondance de Shona Bhattacharya. A tout de suite, Shona. À la une également, les forces armées maliennes assurent avoir repoussé une attaque terroriste. La cible, la ville garnison de Kati, cœur du pouvoir. Cyril Payen, ici en plateau, nous donnera les dernières informations. A tout à l'heure, Cyril. Et puis la répression, déjà au Sri Lanka, à peine nommé, le nouveau président fait démanteler un camp de manifestants. On compte une 50aine de blessés. Voilà donc pour les titres. Bienvenue sur l'antenne de France 24. Après des semaines d'âpres négociations, Moscou et Kiev ont donc signé un accord sous l'égide de la Turquie et de l'ONU. La cérémonie, vous le voyez, a eu lieu à Istanbul. Un accord important. Il prévoit la sortie par la mer Noire de ces 25 millions de tonnes de céréales bloquées en territoire ukrainien par l'invasion russe. Il comprend aussi un allègement des entraves à l'exportation de ces grains et engrais russes qui servent notamment au Moyen-Orient et en Afrique. C'est bien sûr une bonne nouvelle alors qu'une crise alimentaire globale couve, vous le savez, depuis des mois. On écoute le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'accent a été mis sur ce qui est le plus important pour la population mondiale. Il ne fait aucun doute d'une chose, c'est que c'est un accord qui sert le monde. C'est un accord qui permettra de soulager les pays pauvres près de la faillite. Cela permettra d'aider les personnes proches de la famine. Cela permettra de stabiliser le prix des denrées alimentaires déjà à des niveaux très élevés, même avant la guerre, ce qui représente un cauchemar pour les pays pauvres. Et l'Union européenne, je vous le disais, a réagi. Elle réclame la mise en œuvre rapide de cet accord d'Istanbul sur les céréales. On retrouve Shona Bhattacharya à Istanbul. Bonjour Shona. Il faut le dire, l'Ukraine a longtemps hésité avant de signer cet accord. Vous avez notamment des informations en provenance de Kiev. Oui, notre équipe à Kiev a pu parler avec un conseiller du président Zelensky, Mikhailo Podolyak, qui a dit au micro de France 24 qu'il était trop tôt pour rassurer les populations vulnérables, notamment en Afrique, que l'Ukraine ne pouvait pas faire confiance à la Russie et l'Ukraine qui menace d'annuler l'accord si jamais la Russie tirait même un seul missile vers Odessa. Alors, par ailleurs, donc, nous venons d'entendre le secrétaire général de l'ONU, donc Antonio Guterres. Et ce qui est intéressant dans son discours, c'est qu'il a vraiment mis sur un même pied d'égalité la reprise des exportations ukrainiennes, mais aussi la facilitation d'exportation des céréales russes et ses engrais. Et c'est pour ça que c'est important de souligner que si au départ ces négociations concernaient principalement, sinon exclusivement, les céréales bloquées en mer Noire, que Moscou a réussi à faire aussi accepter la facilitation de ses propres exportations et que du coup c'est non seulement une victoire diplomatique pour l'Ukraine mais aussi pour la Russie. Et une victoire diplomatique également pour Recep Tayyip Erdogan, la Turquie qui accueillait cette cérémonie. Merci beaucoup Shona, on vous retrouve bien sûr un peu plus tard sur l'antenne de France 24. L'actualité au Mali, ce sont les forces armées qui assurent avoir, je cite, vigoureusement repoussé une attaque terroriste contre la ville garnison de Kati, située dans la banlieue proche de Bamako. C'est tout simplement le cœur du pouvoir. Selon l'armée, l'attaque a impliqué 2 véhicules bourrés d'explosifs, attaque qui a été attribuée à des kamikazes. Pour en savoir plus, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Cyril Payen. Bonjour Cyril, vous êtes grand reporter ici à France 24. Vous connaissez bien le Mali. Quelles sont tout simplement les dernières informations dont vous disposez ? Écoutez, outre cette déclaration formelle et officielle lancée par le gouvernement de transition, commandée par une junte militaire qui habite à Kati, effectivement, il s'agit d'une attaque terroriste. Ce qui est un peu curieux et qui interpelle un peu les observateurs de la question, c'est que le gouvernement de transition a été très rapide pour dénoncer le grand ennemi djihadiste, la Katiba Massina, qui est affiliée à Al-Qaïda et qui, il faut le dire, marque beaucoup de points dans le nord et le centre du pays. Il n'avait jamais, si cela était le cas, osé s'en prendre, vous le disiez,
disiez, au cœur symbolique du pouvoir. Le colonel Goïta réside à Kati, qui est à 15 km un peu dans les hauteurs de Bamako, qui est une ville immense, garnison. C'est la plus grosse base militaire du Mali. Donc cela donne vraiment une idée sur la portée symbolique de cette attaque. Il y a aussi, il faut le dire, des rumeurs persistantes anonymes, puisque c'est un peu dangereux ce soir. Il y a beaucoup de volatilité à Bamako qui soulignent le fait qu'il s'agirait peut-être d'une mutinerie aussi. Il n'y a pas que des accords au sein de la junte militaire, donc beaucoup de prudence pour relater ces faits. Tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a jamais eu d'attaque aussi coordonnée, aussi importante, et elle fait suite à plusieurs attaques cette semaine à quelques 100 km de Bamako. Tout cela n'est jamais arrivé depuis 2012. 2012, c'était quand la France allait intervenir pour littéralement sauver le Mali des mains des djihadistes qui sont résolument à la manœuvre. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse analyser ce soir après ces attaques. Et la transition est tout trouvée, Cyril. Le contexte, en toile de fond, c'est bien sûr la force Barkhane, la force française qui se retire du pays. Effectivement, et ce scénario est assez effrayant sur le plan des implications sécuritaires, puisque vous le disiez, Barkhane, ça faisait presque 9 ans, plus de 5000 hommes et femmes engagés pour cette lutte anti-djihadiste et qui ont été, il faut le dire, en dépit des éléments de langage de l'état-major français ou du président français, mis à la porte du Mali par une junte militaire qui y a vu des relents de néocolonialisme et qui s'est attaqué à la France, n'hésitant pas à faire développer un sentiment anti-français qui d'ailleurs se développe dans l'ensemble des pays sahéliens. Donc on est très symboliquement à quelques jours, quelques semaines des tout derniers déplacements de la sortie de la base de Gao dans le nord du Mali, des derniers soldats français. Donc on peut imaginer que le Mali va être un peu seul maintenant puisqu'il n'y a plus officiellement cette force d'interposition française. Merci pour toutes ces précisions, Cyril. Direction à présent le Sri Lanka où le nouveau président Wickremesinghe impose déjà sa patte, celle de la répression des opposants politiques. À peine nommé, il a fait démanteler le principal camp des manifestants anti-pouvoir. L'opération aurait fait une 50aine de blessés. Image commentée par Jade Lévin. D'un côté, des forces de sécurité lourdement armées derrière des barricades. De l'autre, des manifestants visiblement désemparés. Les forces de l'ordre sri-lankaises ont repris ce vendredi le contrôle total du dernier bâtiment public, encore occupé par des manifestants. Nous étions ici comme d'habitude, quand soudain plus de 2000 soldats sont venus et ont bloqué les routes. Ils ont mis des barrières et ont détruit nos tentes. Ils nous ont attaqués très violemment. Les manifestants anti-gouvernementaux campaient devant le palais présidentiel à Colombo depuis plusieurs mois, réclamant la démission du président déchu, Gotabaya Rajapaksa. Équipés de fusils d'assaut automatiques, les soldats ont délogé les manifestants dans la force, arrêtant plusieurs d'entre eux et frappant des journalistes à coups de matraque, selon des témoins. Alors même que le nouveau président Ranil Wickremesinghe vient de prêter serment, ce violent assaut suscite l'inquiétude de la communauté internationale et des mouvements syndicalistes. Ranil, tu ne nous impressionnes pas. Tu commences ton mandat dans l'oppression, dans la menace. Nous allons répondre à toi et tes voyous de façon démocratique et pacifique. Ranil Wickremesinghe avait promis la sévérité contre toute tentative de déstabilisation, en nommant au poste de Premier ministre son ami d'enfance Dinesh Gunawardena, également partisan du clan Rajapaksa. Le nouveau président envoie un message de continuité. Beaucoup de Sri Lankais réclament eux du changement pour résoudre l'une des pires crises économiques de l'histoire du pays, marquée par des pénuries d'aliments, d'électricité et de carburant. C'est à n'en pas douter l'un des jours les plus sombres de l'histoire récente des États-Unis. L'attaque du Capitole par les partisans de Donald Trump, c'était le 6 janvier 2021. Vous le savez, depuis, le rôle de l'ancien président américain est scruté. Nouvelle audition publique hier soir devant les parlementaires. Que faut-il en retenir? On voit cela avec Alice Broga. C'est une audience consacrée à détailler minute par minute les agissements de Donald Trump le 6 janvier 2021. À la mi-journée, l'ancien président appelle ses partisans à se battre contre une supposée fraude électorale. Puis, enfermé à la Maison-Blanche, il suit à la télévision l'attaque du Capitole. Malgré les sollicitations de ses conseillers, il met plus de 3 heures avant de demander à la foule de quitter les lieux. En n'agissant pas, il a failli à son devoir, selon l'un des 2 élus républicains de la commission.
Voici ce qui sera clair à la fin de cette audience. Ce n'est pas que le président Trump a manqué d'agir dans les 187 minutes entre son départ du meeting et quand il a dit à la foule de rentrer chez elle, c'est qu'il a choisi de ne pas agir. 2 anciens membres de l'équipe de Donald Trump ont témoigné de son inaction ce jour-là. Pour le président de la commission, il doit être légalement tenu responsable de l'attaque. Il a ordonné à une foule qu'il savait lourdement armée, violente et enragée, de marcher vers le Capitole pour tenter d'empêcher le transfert pacifique du pouvoir. Ces faits n'ont pas été contestés et il faut donc que des comptes soient rendus devant la loi et devant le peuple américain. De nouvelles auditions auront lieu en septembre, avant le rapport final attendu à l'automne. Allez, on en vient à présent aux impressionnants incendies en Gironde, ici en France. Sur place, l'heure est à l'accalmie, mais le mal est déjà bel et bien fait. Le tourisme local a connu un brutal coup d'arrêt. Les annulations s'enchaînent. Les professionnels du secteur se disent désormais très inquiets. Les précisions de Mélina Huette à Arcachon. Nous nous trouvons actuellement dans le bassin d'Arcachon qui habituellement accueille plus de 25% des touristes de la région. Ça représente pas moins de 10 millions de nuitées chaque année. Or, depuis le début des incendies, la région et ce bassin en particulier souffrent d'une diminution de plus de 40% de son activité touristique. En cause des annulations en cascade des touristes qui soit ne viennent pas, soit ne prolongent pas leur séjour. La place sur laquelle je me trouve, par exemple, c'est la place de la Gare qui habituellement, nous disait un restaurateur qui opère juste en face, est noir de monde à cette époque de l'année. Lui qui normalement voit des queues d'attente devant son établissement est vide et il se pose même la question de savoir s'il ne va pas fermer dans les prochains jours car il perd de l'argent chaque jour depuis le début de ces incendies. Alors pour pallier cette désertion, la région tente de s'organiser. Les élus, notamment des communes alentours, ainsi que les représentants des associations, des entreprises et des commerçants, se sont réunis ce midi et ont annoncé le lancement d'un plan de relance touristique. Notamment au cœur de ce plan de relance, la création d'un spot publicitaire qui sera diffusé au niveau national et qui espère toucher jusqu'à 40 millions de Français et qui espère toucher également les touristes internationaux, il faut le dire, qui ont déserté depuis un peu plus de 10 jours la région, depuis le déclenchement de ces incendies. Donc un spot qui sera diffusé en 3 langues. Et il y avait une petite réserve de la part de certains des représentants des établissements qui disaient c'est très bien, on vante les mérites de notre région, très belle région touristique, mais cela n'adresse pas le problème de la question sécuritaire. Car il est vrai que les touristes sont inquiets d'une chose. En réalité, c'est la fumée toxique liée à ces incendies, c'est également la reprise éventuelle de ces feux qui pourraient toucher ce bassin d'Arcachon. Le maire de la ville d'Arcachon à qui nous avons pu parler a balayé cela d'un revers de la main en disant qu'il n'avait pas subi d'évacuation sur son bassin d'Arcachon et sur sa ville en particulier. Et il compte sur le soutien également des individus, notamment des stars nationales, mais aussi internationales, à l'image de Nathalie Portman, dont le mari est français. Une partie de sa famille vit dans le bassin d'Arcachon et qui a promis de parler de cette belle région sur ses réseaux sociaux. Près de 1500 cas déjà identifiés, la variole du singe progresse lentement mais inexorablement ici en France. Le sujet inquiète l'Organisation mondiale de la santé. Elle s'est réunie hier pour déterminer si la flambée de cas actuels constituait une urgence de santé publique. Le récit de nos confrères de France Télévisions. Cet homme est soulagé. Il peut enfin se faire vacciner contre la variole du singe, ici au CHU de Nancy. J'ai été en soirée à Paris, voilà, pas mal de copains ont été atteints de la monkeypox. Donc c'est pour justement ne pas l'avoir, ne pas la transmettre. À Rouen, la vaccination est aussi disponible et les volontaires sont au rendez-vous. La maladie généralement bénigne peut néanmoins être mortelle si elle n'est pas soignée. Mais dans la plupart des cas, elle est très désagréable et nécessite 3 semaines d'isolement. Moi, je connais des gens qui l'ont eu. Honnêtement, c'est pas agréable d'avoir des boutons pustuleux sur le corps. Elle peut se transmettre principalement par contact prolongé avec la peau, comme par exemple lors d'un rapport sexuel ou en contact avec le linge d'une personne malade. 1453 cas sont confirmés en France, dont 96% chez des hommes homosexuels ayant des rapports entre eux. Un public prioritairement visé par cette vaccination. Il ne faut pas stigmatiser, mais il y a une population qui a été ciblée, puisque c'est là où on a les cas déterminés. Ce sont les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et pluripartenaires. Donc il faut
on vaccine prioritairement ces personnes. 30 000 doses sont pour l'instant disponibles en France. Pas assez pour plusieurs associations comme Act Up Paris ou Aide. Elles réclament une campagne de vaccination coup de poing afin de limiter la propagation du virus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Toutes ces informations, vous pouvez bien sûr les retrouver sur notre site internet. Je vous redonne l'adresse, pardonnez-moi, www.france24.com. Voilà donc pour toute l'actualité sur notre site. On se retrouve dans 15 minutes pour un prochain journal. Je vous dis à tout à l'heure.